Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice sur le mouvement et vitesse de la classe de seconde scientifique. Donc, voyons voir de quoi s'agit-il, n'est-ce pas, dans cet exercice. Voilà, donc, alors, voilà, je l'ai ici. Il faut partager rapidement, n'est-ce pas, mon écran. Très bien. Alors, on va regarder, on va lire d'abord l'énoncé et puis après, on va résoudre l'exercice. Donc, il s'agit d'une bille qui a été photographiée 8 fois à intervalles de temps consécutifs, autant pour moi, égaux et les images ont été, n'est-ce pas, ici, superposées. Donc, on dit quel nom donne-t-on à cette technique d'étude du mouvement et on demande de numéroter de gauche à droite les positions consécutives occupées par la bille. Le mouvement, lui, il a été décomposé en deux phases. On demande, n'est-ce pas, d'indiquer les positions correspondantes à chacune de ces phases. Par la suite, dans la deuxième question, on demande de caractériser la nature de la trajectoire du centre de la bille. Et dans la troisième question, de comparer les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux et puis de déduire, n'est-ce pas, l'évolution de la vitesse. En plus de cela, donc la quatrième question demande de déterminer les normes des vecteurs vitesse instantanés, donc V3 et V5, lorsque l'intervalle de temps est tau qui est égal à 20 millisecondes. Et pour finir, n'est-ce pas, on demande de représenter ces vecteurs vitesse. Bien, nous allons aller tout de suite, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à toutes ces questions qui nous ont, n'est-ce pas, été posées. Bien, donc, répondons à la première question. Quelle est la technique qui a été utilisée, n'est-ce pas, pour étudier ce mouvement? La technique, c'est la chronophotographie. Voilà. Et numérotons alors, n'est-ce pas, les différentes positions du mouvement de la bille, n'est-ce pas? Alors, on a dit de gauche à droite. Nous avons appelé, n'est-ce pas, cette bille, nous l'avons matérialisée par un point matériel, n'est-ce pas, qui est le point P. D'autres pouvaient le matérialiser par B, par A, comme chacun le veut, bien par M. Mais dans ce problème, nous l'avons matérialisé, n'est-ce pas, par P. Donc, la première position, les différentes positions, c'est P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8. Nous allons maintenant décomposer le mouvement. Nous avons deux phases. La première phase, c'est de P1 jusqu'à P5. Et là, nous avons, n'est-ce pas, le mobile qui parcourt une droite. Et la deuxième phase, c'est de P5 jusqu'à P8. Nous avons ici, en fait, une trajectoire qui est curviligne. Là, on anticipe un peu déjà sur la question, n'est-ce pas, numéro 2. Allons voir la question numéro 2 et répondons là, n'est-ce pas? Alors, la question numéro 2, on demande de donner la nature de la trajectoire. Bien évidemment, pour cette bille, nous avons deux phases. Donc, on est obligé de toujours décomposer, n'est-ce pas, les phases et en déduire, n'est-ce pas, la nature de la trajectoire. Alors, donc, la phase 1 de P1 à P5, on voit bien que le mobile, n'est-ce pas, si on revient, le mobile occupe, n'est-ce pas, des positions, on va dire, successivement, n'est-ce pas, et qui font une ligne. Voilà. C'est bien linéaire. Les positions occupées, n'est-ce pas, par notre mobile ici, n'est-ce pas, de P1, P2, P3, P4, P5, n'est-ce pas, font bien une ligne. Et les distances, n'est-ce pas, sont égales. Donc, si ça fait une ligne, ça veut dire que la trajectoire ici, n'est-ce pas, c'est une droite. Bien, maintenant, pour la deuxième phase, de P5 à P8, on se rend compte que là, le mobile, n'est-ce pas, occupe des positions qui ne sont plus, n'est-ce pas, sur une droite, mais, n'est-ce pas, qui forment ici, en fait, un arc,
hein, comme un arc de cercle. En fait, le mobile ici a une trajectoire qui, elle, n'est-ce pas, est curviligne, tout simplement. Très bien. Alors, nous allons tout de suite alors répondre à la question numéro 3. La question numéro 3, il s'agit de comparer les distances et de déduire, n'est-ce pas, l'évolution de la vitesse. Comment la vitesse évolue-t-elle? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est, elle est, elle évolue? Voilà, elle croît ou elle décroît? C'est ce que ça veut dire. Donc, dans la première phase, on se rend compte que de P1 à P5, on a dit les points sont alignés, n'est-ce pas? En mesurant, on a trouvé que il y a les mêmes distances entre les différents points et cette distance-là, c'est de 1,2 cm. Donc, si nous avons des points qui sont équidistants, qui font, n'est-ce pas, une droite, ça veut dire que si on trouve, on calcule la vitesse, elle sera constante, n'est-ce pas, en tout point. Voilà, donc la vitesse instantanée ici, elle sera constante. À la deuxième phase, de P5 à P8, alors là, on a regardé tout à l'heure, on s'est rendu compte que notre mobile, n'est-ce pas, occupe des positions qui ne sont plus sur une boîte, mais qui sont sur une courbe. Donc, le mouvement qui est ici curviligne. Mais si on mesure encore, si on mesure, n'est-ce pas, les différentes distances, par exemple, de P5 à P6, on a trouvé 1,3 cm. De P6 à P7, on a trouvé 0,7 cm. Et de P7 à P8, on a trouvé 0,5 cm. Donc, la distance, au fur et à mesure que notre mobile évolue entre les différents points, elle diminue, n'est-ce pas? Maintenant, si on calcule la vitesse instantanée, on va se rendre compte que cette vitesse instantanée, au fur et à mesure, en fait, elle va décroître parce que la vitesse, la distance n'est pas sur le temps. Elle décroît. On voit bien que le mobile aussi, il parcourt, en fait, entre P5 et P8, une trajectoire curviligne, mais pas dans le sens montant, pas dans le sens descendant. Donc, la vitesse, elle va bien évidemment décroître. Très bien. Alors, la question numéro 4, on nous demande alors de déterminer les normes des vecteurs vitesse. Il s'agit bien évidemment, n'est-ce pas, de vitesse instantanée. Alors, la définition de la vitesse instantanée, notamment au point numéro 3, donc V3, c'est le vecteur P de P4 sur 2 taux. Alors, la norme, c'est V3 qui est égal à P de P4 sur 2 taux. Donc, en calculant, bien évidemment, pour calculer cette vitesse, il faut mesurer, n'est-ce pas, euh, la distance P de P4, nous l'avons mesurée, c'est de 2,4 cm. Attention, parce que nous devons ramener cette distance en mètres. D'où on a multiplié par 10 et 2 mètres. Alors, le temps qui nous a été donné, c'est en millisecondes. C'était de 20 millisecondes. Nous devons le ramener aussi en secondes. D'où nous avons, n'est-ce pas, 2 fois 20 fois 10, c'est 63, moins 3 secondes. Tout calcul nous donne 0,60 mètres par seconde. Alors, la vitesse instantanée au 5e point, n'est-ce pas, c'est le vecteur P4, P6 sur 2 taux. Alors, on va dire en norme, c'est P4, P6 divisé par 2 taux. Bien évidemment, pour mesurer cette vitesse, pour calculer cette vitesse, il faut mesurer, n'est-ce pas, la distance P4, P6. Les 2,5 cm qu'on a converti, n'est-ce pas, en mètres. On va dire le temps qui est en millisecondes, nous l'avons converti, n'est-ce pas, en secondes. Tout calcul fait nous donne 0,63 mètres par seconde. N'oublions pas ici les chiffres significatifs. La seule donnée que nous avons dans le texte, dans l'énoncé, c'est taux qui est de 20 millisecondes. Et nous avons 2 chiffres significatifs. Et donc, ces 2 chiffres significatifs, nous devons les respecter, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, des résultats. Bien. Alors,
ce sont des exercices classiques. Généralement, si on me demande de calculer la norme du vecteur vitesse, on va vous demander tout de suite de représenter, n'est-ce pas, ce vecteur vitesse. Alors ici, pour représenter le vecteur vitesse, n'est-ce pas, il faudrait avoir une échelle. L'échelle qui nous a été donnée, c'est 1 cm, n'est-ce pas, pour 0,5 mètres par seconde. Donc, en appliquant la règle de 3, n'est-ce pas, nous allons calculer d'abord la longueur du vecteur vitesse V3. Donc, c'est 1 fois 0,6 divisé par 0,5, nous avons trouvé 1,2 cm. Alors, la longueur du vecteur vitesse V5, c'est 1 fois 0,63 divisé par 0,5, nous avons trouvé 1,26 cm. Alors, représentons alors ces vitesses, ces vecteurs vitesse. Alors, n'oublions pas, quand on veut représenter un vecteur, nous avons les caractéristiques d'un vecteur, le point d'application, la direction, le sens, la norme. Le point d'application du vecteur V3, c'est bien le point P3. Direction tangent à la trajectoire, et bien évidemment, n'est-ce pas, ici, P3, P4. Sens de gauche vers la droite, c'est le mouvement qui nous a été donné, n'est-ce pas, dans l'énoncé, n'est-ce pas, le sens, on a déjà donné, donc de P1 à P8. Et la norme, c'est bien évidemment, n'est-ce pas, 0,6 mètres par seconde. Pour le vecteur V5, le point d'application, c'est bien le point P5. Direction, attention, ici, nous avons une courbe, une trajectoire qui est curviligne. Donc, c'est tangent, vous voyez bien, c'est bien tangent, n'est-ce pas, à la trajectoire, n'est-ce pas, ici. Le sens de P5 à P6, donc suivant le mouvement, n'est-ce pas. Et la norme, c'est bien, n'est-ce pas, de 0,63 mètres par seconde. Bien, donc, c'est un exercice classique. Vous aurez toujours lorsque vous aurez ce genre d'exercice, il faut bien évidemment connaître les définitions, n'est-ce pas, des vecteurs vitesse, connaître les caractéristiques, n'est-ce pas, des vecteurs vitesse, et bien évidemment savoir, n'est-ce pas, utiliser l'échelle qui nous a été donnée pour pouvoir calculer par la suite la longueur, n'est-ce pas, des différents vecteurs et de pouvoir les représenter, n'est-ce pas, par la suite. OK. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre exercice et je vous remercie et on va dire, à très bientôt.